alaikum. Voici l'inauguration de la période numéro 6, dernière période du programme du collège. La compétence visée par la période 6 est comprendre et produire une nouvelle policière. Le projet visé également, qu'on va essayer d'entamer, c'est produire une nouvelle policière pour participer à un concours. C'est son objectif général. Cette phase est une phase de test diagnostique. Dans les objectifs, les voici, vous les lirez sur votre manuel. Également, vous lirez ces textes pour dégager les objectifs ou bien pour atteindre les objectifs du test. Premier document, c'est un extrait de la boîte à merveilles écrite par Ahmed Sfraoui, ou bien c'est un extrait écrit ou un roman écrit par Ahmed Sfraoui, un roman autobiographique, édité par Le Seuil en 1954. On a également le texte numéro 2. Vous le lirez. Il s'intitule Toine et autres nouvelles, écrit par Guy de Maupassant, édité par Carto Gallimard en 1976. Puis, troisième texte, c'est Lettre à ma mère, dans un autre genre, édité par Antoine de Saint-Exupéry, Gallimard, 1997. Puis deux autres, le quatrième, il s'intitule Le tailleur fou, donc il s'inscrit dans un autre genre, qu'on va découvrir bien sûr au fur et à mesure en répondant aux questions, écrit par Christian Lamblin, et une petite comédie, édition Serretz, 2002, la date de l'édition. Dernier texte d'évaluation s'intitule Sagesse, écrit par Paul Verlaine, tiré du recueil Sagesse, et édité par Société Générale de Librairie Catholique. La date de l'édition, c'est 1881. Bon. En lisant ce texte, bien sûr, la première des choses à faire avant de répondre à quoi que ce soit, c'est le vocabulaire. Il faut chercher le vocabulaire difficile et l'expliquer. Cela vous permettra d'enrichir votre stock de terminologie et également en le réemployant à bon escient et en appliquant bien les règles de la syntaxe et de la sémantique, etc., ce qu'on fait en classe, vous aurez de très belles productions écrites. Commençons par les questions. On vous demande, selon ce tableau, de chercher pour chaque document le nom de l'auteur, le titre de l'œuvre, le genre de l'œuvre, la date de publication, puis la maison d'édition. Donc vous suivrez sur votre manuel et on essaiera tous ensemble de répondre à ces questions. Et comme on a déjà refait, ou bien on a déjà fait en classe, on commence par le premier texte. Première information demandée, c'était le nom de l'auteur. Donc là où on doit le chercher, parfois on peut avoir dans des textes, bien sûr c'est pas à l'exemple de celui-ci, on peut l'avoir dans le chapeau. Comme on fait dans le livre unique, on trouve des textes où il y a des chapeaux, et dans le chapeau, on vous présente l'auteur, parfois. Bon, mais généralement, vous devez le chercher dans la source. C'est là. L'auteur de ce texte, La boîte à merveilles, c'est Ahmed Sfraoui. Deuxième information demandée, c'est le titre de l'œuvre, La boîte à merveilles. La maison d'édition, c'est Le Seuil. Puis, la date de l'édition, c'est 1954. Pour le deuxième texte, Le tailleur fou. Pardon, c'est pas le deuxième texte. Le deuxième texte, c'est Toine et autres nouvelles.
toujours les mêmes informations demandées. L'auteur, c'est Guy de Maupassant. Le titre de l'œuvre, c'est Toine et autres nouvelles. La maison d'édition, Quarto Gallimard. La date de l'édition, c'est 1976. Texte suivant. C'est Lettre à ma mère. Le titre, Lettre à ma mère. Mais attention, parfois, le titre du texte peut être différent du titre de l'œuvre. Donc, les concepteurs de manuels, parfois, ils peuvent choisir un titre, un texte ou un extrait. Mais le titre initial de toute l'œuvre, de l'œuvre intégrale, vous devez la chercher dans la source, c'est mieux. Donc, l'auteur, c'est Antoine de Saint-Exupéry. La maison d'édition, c'est Gallimard. La date de l'édition, c'est 1997. Puis, le cinquième texte, Le tailleur est fou. C'est le titre. L'auteur, c'est Christian Lemblin. La maison d'édition, c'est Retz. Puis, la date de l'édition, c'est 2012. Le texte suivant. L'auteur, c'est Paul Verlaine, un poète symbolique. Le recueil poétique duquel on a tiré ce poème, c'est Sagesse. Il porte le même titre également. Puis, la maison d'édition qui a édité ce recueil, c'est Société Générale de Librairie Catholique. La date de l'édition, c'est 1881. Reste à répondre à la question sur le genre. La question sur le genre, par rapport à ce texte, par exemple, c'est un genre poétique. Donc, la manière d'écrire ici, de faire passer les messages de l'écrivain, du poète Paul Verlaine, c'est la poésie, c'est le genre littéraire. Pour ce texte, le quatrième, le genre littéraire, c'est une nouvelle. Donc, c'est pas un conte, c'est pas un roman, c'est une nouvelle. Mais quand même, la nouvelle, on peut la prendre comme un sous-genre romanesque. Le roman, c'est le genre global, peut avoir des sous-genres. Ou vous pouvez aussi avoir le récit. Pour le texte numéro 3, Lettre à ma mère. Regardez bien, lettre, c'est pluriel. Lettre à ma mère, écrit par Antoine de Saint-Exupéry. Le genre, c'est un roman épistolaire. C'est-à-dire, c'est un roman où il y a plusieurs lettres. Parfois, on peut assembler ces lettres et ils sont réels, de deux auteurs par exemple, ou bien également, peut avoir des lettres qui sont imaginaires, imaginées par l'auteur, comme Montesquieu dans les lettres persanes, et il a bien sûr un but, c'est exemple pour les lettres persanes, de critiquer la société française à partir d'un exemple d'autres sociétés, la société persane à l'époque. De toute manière, ça s'appelle dans le genre un roman épistolaire. L'autre texte, numéro 2, Toine et autres nouvelles, si je dis pardon. Dernier texte, c'est le premier, c'est le roman et le sous-genre, le roman autobiographique. C'est-à-dire c'est un roman où l'auteur et le narrateur sont les mêmes. Et puis, ce qu'on raconte est vrai, est vécu par l'auteur à une certaine époque de sa vie. Voici les premières questions posées sur le texte. Deuxième question, après le tableau. Document 1, relève les indices qui montrent que le narrateur est un personnage du récit. Bien sûr, les indices que vous allez trouver, si vous suivrez, vous allez trouver qu'il y a le jeu, il y a également ses dérivés. Nous, moi, etc. Quel événement a lieu chez le narrateur? L'événement chez le narrateur, c'était le départ de son père, le départ du père du narrateur, pour la première fois, va quitter Fès, la ville, vers les environs afin de chercher du travail. Bien sûr, comme on a vu dans le texte, ou bien en relisant le texte, vous allez trouver que le narrateur a fait acquisition d'une faucille neuve, etc. Donc il allait faucher le blé
aux environs de Fès. Troisième question sur le premier document. Quel sentiment éprouve-t-il ainsi que sa mère? C'est le sentiment de la mélancolie, de l'affliction, de la tristesse, etc. Vous avez aussi le terme tourment qui est utilisé dans le texte. Quatrième question. Que représente le père pour le narrateur et pour sa mère? Vous avez deux séries de ce que le père représente pour le narrateur et pour sa mère. Première série, si on revient par exemple au texte, on va trouver la force, équilibre, assurance, responsabilité. Mais également, ici à la fin, on a pour le narrateur et pour sa mère, le père représente la force, l'aventure, la sécurité, la paix. Ce sont des questions de compréhension de l'écrit, j'ai oublié de le dire. On a d'autres questions qui sont posées sur le deuxième texte. Document 2. Celui-ci. Première question. Qui est le personnage principal de l'histoire? Alors, en lisant le texte, je trouvais que le personnage principal, c'est Toine. Deuxième partie de la question 1, c'est relever les éléments qui l'indiquent. Vous avez le nom Toine, et puis la plupart des événements dans ce texte tournent autour de lui. Toine fait plusieurs actions, même si ce n'était pas des actions faites par le corps, mais quand même c'était des piaillements, il essaie de causer avec ses connaissances. C'était un gérant d'un bar, c'est un cabaretier. Autre information, donc je ne vais pas anticiper les réponses. Que lui est-il arrivé? Donc si on revient au texte, on va trouver que il a eu une attaque. Et suite à cette attaque, par conséquent, il est devenu paralysé. Voici ce qui est arrivé à ce personnage. Autre information, comment sa femme se comporte-t-elle envers lui? Si je reviens au texte, on va trouver que, exemple, voilà, là, il demeurait gai pourtant, mais d'une gaieté différente, plus timide, plus humble, avec des craintes de petit enfant, devant sa femme qui piaillait, qui dérangeait toute la journée. Donc sa femme le maltraite. D'ailleurs, en revenant encore en arrière, on va trouver que elle est, en dépit du fait qu'elle était un colosse, mais étant devenue paralysée, on l'a enfermée et tout le temps couchée dans une cloison du café. Dans une chambre derrière la cloison du café. Donc il ne pouvait qu'entendre ce qui se passe dans le café, dans le cabaret, et causer avec ses connaissances. Donc il est maltraité, il est traité en animal si vous voulez. Autre information, comment réagissait-il? Donc si on revient à la même phrase de tout à l'heure, il réagissait avec crainte de petit enfant devant sa femme. C'est comme s'il demande sa protection. Il est à sa merci, comme on dit. Document 3, première information dans la question est: quelle est la relation que l'émetteur et le destinataire entretiennent-ils? Donc, c'est ce texte. L'auteur, c'est Antoine de Saint-Exupéry. Antoine a écrit à sa mère. Donc, c'est une relation de respect, etc. Puis, l'autre information, de quel type de lettre s'agit-il alors? Puisque c'est un fils qui a écrit une lettre à une mère, le type de la lettre sera une lettre personnelle. Ou bien, on peut aussi dire une lettre familiale. Troisième question, reproduis la structure de la lettre en suivant les indications ci-après. Le lieu et la date, la formule d'appel, le corps de la lettre, premier et dernier mot, formule de congé et la signature.
Le lieu et la date est Juby 1927. La formule d'appel, c'est ma petite maman. Le corps de la lettre, c'est à partir de quel, premier mot, jusqu'à Raphaël, si vous voulez. Puis la formule de congé, ma petite maman, je vous embrasse comme je vous aime, écrivez un petit mot. Puis la signature, c'est Antoine. Document 4. Les questions qui sont posées autour de ce document sont: combien de personnages y a-t-il sur scène? Donc si on revient au texte, on aura le client et le tailleur. Ils sont deux. Deuxième question posée autour du texte: combien de répliques sont-ils prononcées? Donc bien sûr, pour chaque genre littéraire, il y a tout un vocabulaire qu'on utilise dans les questions-réponses. Exemple du mot réplique. Le mot réplique, c'est une parole prononcée par un personnage dans une scène théâtrale. Voici une réplique, deuxième, troisième, etc. Alors combien de répliques? Vous avez une, vous avez deux, et vous avez la troisième. Troisième question, relève une didascalie. La didascalie, c'est une indication cynique. Ce sont des indications données par l'auteur de la pièce de théâtre, qu'on appelle également le dramaturge. Elles sont données généralement entre parenthèses, ou bien entre parenthèses et inclinées, ou inclinées, pour faire la différence typographique avec l'écriture ou la typographie des répliques. C'est donc ce qu'on ne prononce pas. Elles sont des indications relatives au décor, aux habits, à l'intonation de la voix, etc. Bon, une de ces indications cyniques ou bien de ces didascalies, voici un exemple. La pancarte tailleur en face au public. Le tailleur fait les 100 pas. Sur la scène arrive le client. C'est une indication cynique ou une didascalie. Voici une autre, bien sûr. Encore entre deux parenthèses. Le tailleur prend la règle et mesure n'importe quoi, n'importe comment, longueur des jambes, tour de taille, air étonné du client, etc. Bon, quatrième question. Que propose le tailleur au client? Et si le tailleur propose au client: parfait, j'ai toutes les mesures, je vais pouvoir vous faire une belle veste. Mais une belle veste faite en peau d'éléphant. C'est une proposition. Deuxième partie de la quatrième question. Que lui répond ce dernier? Ce dernier a répondu par E. Bien sûr, si on revient à l'indication cynique ici, le client était étonné de la manière, d'accord, de prendre des mesures, etc. Et aussi est étonné parce que la proposition paraît bizarre. Et dans le but, bien sûr, c'est de faire rire au public. Ça rentre dans ce qu'on appelle le comique du comportement, bien le comique du caractère, le comique des mots également. Alors, une belle veste, et comment on peut la concevoir, imaginer, une belle veste, en peau d'éléphant. Ça doit faire rire. Mais en même temps, pour le client, il s'est étonné, et puis ça lui paraît très étrange. Non merci. Les éléphants, je préfère les voir en liberté. Je préfère une veste normale, en tissu. Une veste comme tout le monde, quoi. Maintenant, document 5. Voici le dernier document, cinquième. Les questions qui sont posées autour sont: de combien de strophes se compose le poème? Donc c'est un autre genre, on va encore réemployer un autre vocabulaire qui est propre à ce genre poétique. Exemple de strophe. La strophe, c'est un paragraphe en parlant d'un texte poétique. Voici 1, 2,
3 et quatrième strophe. De combien de strophes se compose le poème? Ok, alors je vais exposer les questions. De combien de strophes se compose le poème? Combien de vers y a-t-il dans chaque strophe? Relève les rimes. Puis à quelle disposition répondent-elles? Entoure la bonne réponse. Est-ce que c'est A, A, B, B, A, B, A, B ou A, B, B, A? A, A, B, B, ça s'appelle une disposition de rime plate ou suivie. A, B, c'est une disposition de rime croisée. Et A, B, B, A, c'est une disposition de rime embrassée. Bon, on va essayer comme minimum de répondre à ces questions. Puis on a aussi comment appelle-t-on ces rimes? Alors la première question, combien de strophes se compose ou de combien de strophes se compose le poème? On a dit c'est 4. Première strophe, deuxième strophe, troisième et quatrième. Combien de vers y a-t-il dans chaque strophe? Alors 1, 2, 3, 4. Le nom de la strophe, il est prépondérant au nombre de vers qui la composent. Exemple, on peut avoir monostiche, distique. Monostiche, c'est on a une strophe d'un seul vers. Ou bien distique quand on a une strophe de 2 vers. Ou bien on peut également avoir une strophe de 3 vers, on l'appelle un tercet. Et si vous avez 4 vers, on appelle cette strophe un quatrain. On a donc le même nombre de vers composant chaque strophe. Ils sont 4 quatrains. Relevons les rimes. Les rimes, ce sont les sonorités de la fin de chaque vers. Et attention, le vers, c'est pas une phrase. La phrase commence par la majuscule et se termine par un point. Donc la phrase termine par un point. On doit avoir donc dans la strophe 1 une seule phrase. Ça commence par elle et finit par le point. Mais cette phrase longue est divisée en 4 parties et ces parties s'appellent les vers. Donc le vers n'est pas obligatoire qu'il se termine par un point, mais par un retour à la ligne. Voilà la définition du vers. Bon, on revient à notre question. Combien de vers y a-t-il dans chaque strophe? C'est déjà répondu. Puis relève les rimes. On a dit que la rime, c'est la sonorité de la fin de chaque vers. On a exemple ici le toit. Si on fait la transcription phonétique, comme vous avez déjà vu en classe, on aura les sons L, le son E, son T, c'est un son consonantique. L'écriture ici, c'est O-I-T, 3 lettres, mais pour les sons, ils ne sont que 2. Le son WA, W et A. WA, W-A. Donc, on aura combien de sons? 1, 2, 3, 4 et 5. Puis, on va chercher la même sonorité pour parler de la deuxième partie de la rime. Le toit. Donc, heureusement, c'est le même mot qui est répété. Donc, ça c'est A et ça c'est A. On passe à la au deuxième vers. Si calme, puis ça palme. Voilà les deux sons qui sont identiques. Calme, c'est écrit de cette manière. On va avoir donc dans la sonorité un K, puis A, puis L, puis M. 1, 2, 3, 4. Le E est aphone. C'est pas prononcé, donc il n'est pas pris en considération. C'est un E caduc. Passons à palme, c'est de la même manière. On va avoir P, un son consonantique, son vocalique A, son consonantique L. Quatrième son consonantique également, c'est M. M identique, L identique, A identique, mais K et P ne sont pas identiques. Alors, combien de sons vous avez ici? Vous avez 1, 2, 3 seulement. Et là, vous avez plus. Mais, bien sûr, si on nous a posé la question sur la richesse des rimes, à partir de 3 sons qui se répètent dans chaque rime, dans la même rime, on parle de rimes riches. 2 sons qui se répètent, on parle de rimes suffisantes. Et puis, un seul son se répète dans la même rime, on parle de richesse de rimes pauvres. Alors ici, vous avez la
la rime riche dans A, la rime riche dans B. Parce que vous avez plus de 3 sons qui se répètent. Et dans la rime B, vous avez plus de 300, ou plutôt vous avez 3 sons qui se répètent. Alors vous avez la même chose ici, vous avez voix, voix, ou bien convoi, c'est le même fragment, c'est le même syntagme. On aura donc plus de 3 sons qui se répètent. Teinte et plainte, on aura T consonantique, un E ouvert nasal, un T consonantique, et le E est aphone, ça veut dire caduc. Plainte, P, L, ouvert ou E ouvert pas dans nasal puis T. On aura qu'à chaque fois vous avez 3. Bien sûr, ce langage ou bien ce paralangage que j'utilise pour expliquer le poème, on l'a déjà fait très étalé dans une leçon de poésie en premier semestre. On va faire encore un autre texte de ce genre de poème. En poésie d'ailleurs, de ce sous-genre de poème, en poésie d'ailleurs, on parle de poème en vers régulier. C'est là où on a les rimes qui se répètent. Un poème en vers libre, c'est là où on ne respecte pas les rimes de la fin des vers, mais on parle aussi d'une bonne construction sur le niveau des sonorités internes, les assonances et les allitérations. Puis, un troisième sous-genre poétique, ce qu'on appelle la poésie en prose. Ok. Alors, les rimes sont des rimes disposées de cette manière A, B, A, B, A, B, A, B, A, B, A, B. Ils sont tous disposés de la même manière. Juste pour répondre à une autre question qu'on a vue tout à l'heure. A, B, A, B. Alors, cette question, c'est les dispositions des rimes. Donc, puisqu'on a la disposition de A, B, on l'appelle des rimes, on les appelle des rimes qui sont croisées. Bon. Ce langage, on va le répéter, mais on détaille encore dans une autre leçon de poésie en vers régulier. On passe à d'autres questions. Donc, ça c'est pour la compréhension de l'écrit. On passe à langue et communication. On vous demande de mettre une croix dans la phrase simple ou bien dans la phrase complexe. Mon père part à l'aube. Il contient un seul verbe conjugué. Cette phrase, c'est donc une phrase simple. On l'appelle également une proposition indépendante, c'est-à-dire son sens est complet, il n'est pas lié à une autre. Elle peut être liée à une autre par la chronologie sémantique, si elle est apposée, on va voir des exemples après, mais il ne complète réellement pas le sens d'une autre phrase, ou bien une autre phrase dépend d'elle, elle est autosuffisante. On parle donc de phrase simple, proposition indépendante. Il n'est pas phrase complexe parce qu'il n'est pas composé avec une autre. Deuxième, passe-moi le livre qui se trouve sur le bureau. Vous avez ici combien de verbes conjugués? Passe-moi, c'est un verbe passé, premier groupe à l'impératif présent. Puis deuxième verbe, c'est se trouver au présent de l'indicatif. Donc vous avez deux verbes qui sont conjugués. Et vous avez l'outil de liaison entre les deux. On parle donc de phrases complexes, principales plus subordonnées, relatives. Comme Toine est paralysé, virgule, les voisins l'aident à faire son lit. Vous avez est paralysé passé composé et vous avez le verbe aider, présent de l'indicatif. L'outil de liaison n'est pas au milieu, mais elle est au début. Vous avez une proposition subordonnée avec l'outil comme, c'est un outil qui nous permet d'avoir la subordonnée de cause, puis virgule, vous avez la principale. Parfois, il y a des phrases qui sont composées de cette manière, qui sont complexes, composées de cette manière, avec des outils qui ne permettent pas la réversibilité de la phrase, ou bien des deux propositions. On ne peut pas commencer par la principale suivie de la subordonnée, parce que l'outil comme ne le permet pas en cas de cause. Si on le met au milieu, on va le confondre avec le comme de comparaison. Vous n'avez qu'à voir les cas de la leçon de cause qu'on va voir bien sûr après dans le programme du second trimestre. Alors cette phrase, c'est une phrase complexe. Après que la cloche aura sonné, les élèves sortiront. Vous avez encore les élèves sortiront, c'est une proposition avec un verbe conjugué.
Après que la cloche aura sonné, c'est la deuxième proposition avec un verbe conjugué au futur antérieur. La future simple, futur antérieur. Et si vous avez la réversibilité possible des deux propositions, on peut commencer par la principale d'abord, puis la subordonnée après. On peut mettre les élèves sortiront après que la cloche aura sonné. Après que, c'est une locution conjonctive de subordination qui nous permet d'avoir la subordonnée de temps. Quand on parle de subordonnée de temps, on parle également de la relation temporelle entre la principale et la subordonnée. Ça veut dire, si la principale se passe avant la subordonnée, on parle d'antériorité. S'il se passe après la subordonnée, on parle de la postériorité. Si les deux se passent en même temps, on parle de la simultanéité. Dans notre exemple, les élèves sortiront. Le futur simple, c'est lointain par rapport au futur antérieur qui est avant. Donc, la principale se passe après la subordonnée, on parle d'un rapport de postériorité. D'ailleurs, l'outil après que montre que la subordonnée se passe, la principale se passe après la subordonnée. Donc, il faut d'abord que la cloche sonne pour que les élèves puissent sortir. Les élèves sortiront après que la cloche aura sonné. Bon, c'est une phrase complexe. Comporte-toi bien afin que les gens te respectent. Vous avez comporte-toi, là c'est se comporter à l'impératif présent, et vous avez respecte au présent de l'indicatif. Et vous avez entre les deux l'outil de liaison. Donc vous avez deux propositions. Principale plus subordonnée. Et cette subordonnée, c'est une subordonnée de but avec l'outil afin que plus le subjonctif. Là, c'est une phrase complexe et non pas simple. Donc, on a une seule simple, c'est la première, parce que c'est une proposition indépendante qui contient un seul verbe, c'est le verbe partir. Passons à la question 2. Relève dans le document A une subordonnée qui exprime le temps. C'est à vous de partir et voir une phrase où il y a deux fragments reliés entre eux avec un outil signifiant le temps. Exemple de après que, avant que, en même temps, etc. Vous allez trouver que c'est une phrase complexe. 3. Relève dans le document 2 une subordonnée complétive. Exemple de subordonnée complétive peut être une complétive conjonctive que. On en a déjà dégagé. C'est à vous encore de repartir pour découvrir une subordonnée complétive. Peut-être complétive infinitive si le sujet de la principale et le sujet de la subordonnée sont les mêmes. Ou bien, on peut avoir deux sujets différents et on va avoir que. Je vous donne un exemple. Je veux que tu réussisses. C'est moi qui veux dans la principale. Mais dans la subordonnée, c'est toi qui dois réussir. Donc, je veux que tu réussisses. Mais si j'ai le même sujet, exemple, c'est moi qui va vouloir et c'est moi qui